Bonjour, c'est Christian Pesset. Chaque semaine, je vous présente un nouvel épisode de La Maison de Christian, la seule émission consacrée exclusivement à la construction, à la rénovation, surtout énergétique, à l'aménagement, à l'équipement et à l'extension de votre maison. C'est l'été et jusqu'en septembre, nous vous proposerons chaque samedi une rediffusion d'une émission la plus populaire ou les plus populaires de cette année jusqu'à la rentrée. Samedi 2 septembre, nous reprendrons la diffusion de nouveaux épisodes originaux de La Maison de Christian. D'ici là, vous pouvez évidemment visionner l'un des 120 épisodes déjà réalisés et diffusés à partir du site reno-info-maison.com. Notre site internet dans lequel, je vous rappelle, vous pouvez poser toutes vos questions et où vous trouverez plus de 1600 conseils pratiques, 1600 fiches pour vous aider à la rénovation de votre maison. Je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite, au nom de toute notre équipe, un bel été, de bonnes vacances que vous consacrerez peut-être à la rénovation de votre maison. À très bientôt dans La Maison de Christian. Tout de suite, La Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, oui, je suis bien Christian Pesset, en effet. Bienvenue, voilà la maison de Christian, donc cette émission, la seule sur le panorama audiovisuel français, pour rendre votre habitation plus agréable, plus performante et aujourd'hui plus économe. C'est une des vertus qu'on attend des travaux qu'on peut réaliser dans la maison, et on va voir justement que c'est en plein dedans comme on dit aujourd'hui. Alors je vous rappelle que vous pouvez retrouver chaque semaine cette émission tous les samedis matin, en gros à partir de 8h sur le site reno-info-maison.com, également donc sur notre page Facebook, page du même nom, sur LinkedIn, qui est un réseau plus professionnel, et surtout, bien sûr, maintenant, sur les principales plateformes de podcast. Alors, dans cette émission, je vais répondre à la question de Rachid. Alors, Rachid, il me demande, quelque part, on va voir, c'est plus compliqué que ça, mais il me demande si une commune peut revenir sur un permis de construire, en imposer les conditions 16 ans après la fin des travaux, et donc ce qui revient à se poser la question de la prescription donc des infractions, entre guillemets, au permis de construire. Dans le conseil de la semaine, je vais vous parler géothermie, qui est certainement l'une des solutions à la crise énergétique les plus intéressantes. Bon, malheureusement, c'est pas tout à fait encore au goût du jour. On va donc revenir dessus. J'aurai donc un invité, Charlie Delage. Bonjour. Bonjour Monsieur Pesset. Bonjour Charlie. Donc vous êtes membre de la commission technique du film, hein, c'est ça? Exactement, oui. Il y a votre logo. Le film, donc organisation professionnelle des producteurs de laine minérale. On parlera avec vous de l'isolation et du confort d'été, qui, avec les températures qu'on a encore actuellement, est une des difficultés actuelles. Et je finirai par l'info du jour, qui est exceptionnellement une interview d'un invité que nous aurons par téléphone parce qu'on n'a pas pu, il n'a pas pu venir et on n'a pas pu faire de liaison vidéo. C'est Charles Botton, qui est installateur chauffagiste et qui est engagé gaz vert. Alors on va voir ce que ça veut dire à un moment donc où le gaz constitue une énergie qui est largement sur la sellette. Le conseil de la semaine. Alors, le conseil de la semaine, je vais vous parler de géothermie. On vous parle à longueur de temps, à longueur de soirée télé, des difficultés énergétiques, de l'explosion du prix du gaz, de l'électricité, même de l'éventualité de coupures. Les pires scénarios nous sont parfois décrits.
Alors, choix des énergies, j'en ai parlé encore il y a quelques semaines, je crois même que c'est peut-être la même, oui, ça doit être la semaine dernière. Donc, choix des énergies, et bien, il y en a une d'énergie qui est la géothermie qui est sous nos pieds et qui, curieusement, est très peu exploitée. Autrement dit, c'est soit la stabilité de température, soit carrément la chaleur qui se trouve donc dans la Terre. Alors d'abord, je vais vous parler de la géothermie de surface, c'est celle qui vous intéresse directement en tant que particulier. Alors, par cette expression, on désigne évidemment l'exploitation de la stabilité de température du sous-sol à quelques mètres de la surface. En général, on travaille à 2 mètres, donc c'est pas des profondeurs exceptionnelles. Alors on fait serpenter un liquide qui peut être un liquide canoporteur, on peut aussi le faire verticalement. Alors là, c'est plus que 2 mètres, puisque là on va travailler par exemple sur un captage, on pourra travailler sur un puits, ou donc en travaillant sur la nappe phréatique qui généralement se trouve à quelques mètres sous terre. Alors là, la température, elle est de 10 à 15 degrés en moyenne et de façon permanente. Alors qu'est-ce qu'on fait? On puise donc des calories grâce à une pompe à chaleur. Je vous ai souvent parlé de la pompe à chaleur qui les restitue donc dans l'air ou dans l'eau, dans le liquide du chauffage central par exemple, donc très facilement en consommant 1 kW quand elle en restitue 4 à 5, ce qui est un système évidemment très, très intéressant. Alors, ce dispositif, il est essentiellement utilisé pour les résidences, pour les maisons individuelles ou pour effectivement aussi du collectif et certains bâtiments tertiaires, autrement dit des bâtiments d'industrie, du négoce, etc. Alors les collectivités locales, elles, peuvent aller plus profondément parce que là, d'abord, ça va intéresser beaucoup plus de monde et surtout, on va avoir de plus gros moyens. Alors là, on va aller à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Alors les températures du sous-sol à donc une dizaine de mètres de profondeur, dans une dizaine, vingtaine, trentaine de mètres. Alors là, ça commence à changer, c'est 20 à 40 degrés. Donc on se rend compte que ça peut présenter quand même là un intérêt encore supérieur. Alors pour les réseaux de chaleur, j'en ai parlé il y a quelque temps aussi, la profondeur de puisage peut atteindre 2000 mètres. Alors là, on est dans une grande profondeur et les températures sont de l'ordre de 80 degrés. On imagine l'intérêt évidemment de ce type de puisage. Et puis pour les pouvoirs publics, alors on va dire pour les États pratiquement, il y a la géothermie profonde. Alors là, elle fait appel à des forages dont la profondeur sera en fonction de la nature géologique des lieux. C'est pas la même chose lorsqu'on est dans du sédimentaire dans le bassin parisien ou si on est en Auvergne, là où il y avait des volcans, évidemment, on s'en doute. Alors là, la température est de l'ordre de centaines de degrés on va avoir donc un puits de production et un puits de réinjection. C'est une technique un petit peu compliquée. Vous pouvez retrouver tout ça. Il y a une fiche que j'ai publiée très récemment donc sur reno-info-maison.com. Alors on peut se dire que cette méthode, elle mériterait une exploitation à grande échelle avec des moyens importants. Se trouve, je pense, certainement l'une des réponses majeures aux défis énergétiques qui s'annoncent, plutôt que de faire des éoliennes de 150 mètres de haut et qu'on va être obligé d'installer à des kilomètres en mer. On peut se demander si aller chercher la chaleur qui est sous nos pieds, ça serait pas plus logique. C'est presque une affaire de Shadok pour ceux qui connaissent, qui se souviennent donc de cette série, mais visiblement ça n'a pas encore monté complètement au cerveau de nos édiles. Alors je pense que on peut considérer que dans quelques années, on va y arriver. Mais vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez le faire. C'est un petit peu plus cher, mais à terme aussi, on s'y retrouve. C'est véritablement
dans votre jardin, si vous avez de la place, eh ben, on peut faire des tranchées. À 2 mètres, on enterre les fameuses canalisations. On rebouche tout ça et puis vous pouvez même faire pousser des légumes après. Il est rare qu'on ait des radis de 2 mètres de profondeur, donc vous pouvez y aller sans difficulté. Votre question à Christian Pesset. Alors là, la question, elle est presque aussi longue que la réponse, mais je vais quand même vous la lire parce que je la trouve un peu cocasse. Alors c'est Rachid qui me dit, en 2006, nous avons fait une extension de notre maison, soit la mairie nous a accordé le permis de faire l'agrandissement de la maison, à condition de démolir un atelier derrière sur le côté gauche, l'information est quand même importante, de 53 mètres carrés. Chose qu'on a mal comprise à l'époque et on a démoli que la moitié de l'atelier. La moitié de l'atelier et en fin de chantier en 2008, très honnêtement, notre ami Rachid est allé prévenir, dit-il, les impôts qui avaient encore une petite partie donc de sol de sa maison. C'était 25 mètres. Ouais, je pense qu'il aurait pu s'en abstenir. Ça lui aurait évité certainement que la mairie, que les impôts ne préviennent la mairie. Et la mairie demande, dit-il, la mairie nous demande de détruire cet atelier. Sinon, elle nous poursuivra devant le tribunal. Est-ce qu'il y a prescription 16 ans après? Quel recours ai-je si la mairie nous assigne au tribunal? Qu'est-ce que je peux proposer comme arrangement? Il est très sympa, vraiment, Rachid. Il dit quel arrangement amiable puis-je faire à la mairie pour éviter les frais de démolition? Alors, ma réponse, elle est simple, elle est claire. En matière d'infraction au permis de construire, le délai de prescription est de 16 ans et il est de 10 ans en matière civile, c'est-à-dire si l'infraction nuit, on va dire, à autrui, nuit aux gens qui peuvent se trouver dans l'environnement. Je pense pas que les 25 mètres carrés de Rachid soient dans ce cas. Alors, sans être un grand juriste, je dirais qu'il me semble qu'on ne peut pas obliger aujourd'hui à l'exécution de cette démolition constitutive du permis de construire de l'époque, plus de 15 ans après donc la fin des travaux qui étaient l'objet de ce chantier et donc du permis qui avait été délivré. Alors la commune, évidemment, elle peut s'amuser à saisir la justice administrative, mais elle devrait, selon moi, être déboutée et même condamnée, pourquoi pas, aux dépens. Alors moi, je dis à Rachid, aucun arrangement amiable. Il laisse venir la ville qui, à mon avis, va abandonner. Bon, alors moi, je lui conseillerais toujours de prendre le conseil d'un avocat, notamment s'il y a de véritables poursuites, parce que moi, mon avis est un avis quand même de béotien en matière juridique, bien que je connaisse à peu près le code de la construction. Bah, qu'il appelle un avocat, mais qu'il attende que ça bouge du côté de la ville. L'invité de Christian Pesset. Mon invité, qui va parler un peu plus fort que tout à l'heure. Ça marche. Voilà, mon invité, donc, c'est Monsieur Delage, c'est Charlie Delage. Donc, vous êtes membre de la commission technique du film FIL 2M. Rien à voir avec le cinéma. Hein, le Festival de Cannes ne vous accueille pas encore. Pas encore. Pas encore. Peut-être avec les vidéos qu'on fera ensemble un jour. On l'espère. Mais on verra. Alors, dites-nous en quelques mots ce que c'est que le film. Alors, le film, c'est le syndicat national des fabricants d'isolants de laine minérale manufacturés. D'accord. Donc, la mission du film, c'est d'être le porte-parole de la profession et d'être un interlocuteur avec tous les acteurs de la construction. On va dire, globalement, laine de verre, laine de roche? Exactement. Hein, ce sont les deux. Tout à fait. Les deux. Là aussi, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer pourquoi une laine minérale? Laine minérale, c'est donc on va dire un écheveau de fibres de verre, c'est ça? Enfin, issu de verre ou de roche, en fait. De verre ou de roche? Oui. D'accord. Hein, et donc, alors, pourquoi ça isole ce produit? Donc, comme vous le savez, le meilleur isolant à l'état naturel, c'est l'air. Oui. Et donc, le principe des laines minérales, qui sont des isolants fibreux, ça va être d'emprisonner l'air. Et c'est ça c'est justement cet air qui est emprisonné qui va leur donner un fort pouvoir isolant. D'accord. Isolant thermique, mais également isolant acoustique? Exactement. Une laine minérale fait les deux, justement, a des très bonnes performances thermiques et acoustiques. Pourquoi en acoustique? En fait, c'est dû à l'élasticité de ces fibres
qui font qu'elles vont pouvoir absorber les nuisances sonores de l'intérieur ou les bruits de choc qui viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Effet masse-ressort. Exactement. Oh, Tout à fait. j'ai bien appris. Vous avez très bien J'ai appris. bien appris ma leçon. Donc, ça isole du froid, mais les fortes chaleurs qu'on constate aujourd'hui font qu'il y a peut-être un revers de la médaille. C'est que si ça enferme la chaleur à l'intérieur, elle risque de s'y accumuler, non? Le but d'un isolant, c'est de faire en sorte, en hiver, qu'il va freiner justement que l'échappement de cette chaleur. D'accord. L'été, c'est le phénomène inverse. En fait, le but de l'isolation, ça va être de freiner la chaleur de l'extérieur vers l'intérieur. Si on prend l'exemple, par exemple, le plus parlant, c'est un comble aménagé. Si vous avez un comble aménagé, vous n'avez pas d'isolation ou une isolation très faible, la toiture, c'est là où vous avez le plus de rayonnement du soleil, et ben vous allez avoir un pic de chaleur très rapidement. Alors que si vous avez un isolant, vous allez justement freiner ce pic de chaleur. D'accord. Donc, l'effet surchauffe du comble, on va pouvoir l'éviter comment? On va pouvoir le limiter grâce à la mise en place d'une bonne performance en toiture. D'accord. Alors, j'ai vu que le film, votre établissement, a édité donc une brochure sur la réglementation environnementale et le confort d'été. Là aussi, on peut en trouver le lien sur reno-info-maison.com. C'est quoi ces conclusions? J'ai vu qu'on y parlait de degrés heure d'inconfort, DH. Ouais. C'est quoi? Alors déjà, pour remettre dans le contexte, je pense que vous le savez, dans le bâtiment, il y a une nouvelle réglementation pour les bâtiments neufs qui apparaît depuis janvier. C'est la réglementation environnementale 2020 qui fait suite à la RT 2012. Exactement. Ah. Et donc, un des grands objectifs de cette réglementation, c'est de justement limiter l'inconfort à l'intérieur des bâtiments en cas de forte chaleur. Oui. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte de réchauffement climatique. Cet été, je pense que vous avez eu chaud comme tout le monde. Et on a encore chaud. Et ce que nous disent les scientifiques, c'est que l'été qu'on vient de vivre, ça va devenir la norme dans les années à venir. Oui. Et donc, ce qui est important à travers cette réglementation, c'est de s'assurer que les bâtiments qu'on va construire aujourd'hui, ils sachent s'adapter justement aux vagues de chaleur à venir. Et donc, il y a un indicateur dédié, ce que vous aviez dit très justement, qui est l'indicateur degré-heure. Alors, pourquoi degré-heure? Ça veut dire quoi? C'est le temps que la chaleur met à traverser l'isolant, non? Non, alors... Non, c'est pas ça. Ça, c'est le déphasage. Non? Ouais, mais ça, on en parle après. Alors, on en parle après, les déphasages. Donc, le degré-heure, cet indicateur, alors, je vais vous l'expliquer de manière... je vais essayer d'être le plus simple possible. Le degré-heure, en fait, il va évaluer l'inconfort ressenti par les occupants quand il fait chaud dans son logement. En gros, il y a une température de confort de référence. Et dès qu'on dépasse cette température de confort de référence, on est dans l'inconfort, on a chaud. D'accord. Je vous prends un exemple. On prend une nuit d'été de 22h à 23h. La température de confort de référence, la nuit, c'est 26 degrés. Donc si de 22h à 23h dans votre logement, il fait 28 degrés, 28 moins 26, ça fait 2 degrés. Vous avez donc 2 degrés heure. Et cet indicateur, il fait comme ça la somme de tous les écarts sur toute l'année entre la température intérieure et la température de référence de confort. D'accord. C'est quoi? C'est un constat, finalement, parce qu'il sert à quoi, ce degré? Alors, là où c'est intéressant, c'est que si jamais vous dépassez un certain nombre de degrés heure, votre bâtiment, il n'est pas réglementaire et vous devez revoir la conception. Ah oui. Il y a une exigence réglementaire sur ce bâtiment. Ça concerne donc l'habitat neuf, parce que... Pour le moment... La partie confort d'été, elle est traitée pour l'habitat neuf avec la RE 2020. En rénovation, dans le DPE, il y a une partie sur le confort d'été, mais qui est très faible, qui est juste des exigences de moyens, en fait, de cocher des cases. Oui, je veux dire qu'il va y en avoir qui vont avoir des soucis à se faire, parce que je connais, moi, des habitations récentes où c'est des fournaises. Hein. Ça, en ce moment, hein, c'est un peu fou. Alors, pour justement, ce qui était intéressant quand on a travaillé sur cette réglementation avec le film, c'était de regarder comment une maison RT 2012, elle se comportait vis-à-vis de cet indicateur. Et ce que l'on voit dans certaines zones climatiques, donc par exemple dans le sud de la France, ces maisons-là ne seraient pas réglementaires dans le cadre de la RE 2020. Donc justement, on voit que cette réglementation, elle va permettre d'améliorer le confort d'été par rapport à ce qu'on se construisait avant. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des techniques d'isolation et notamment des matériaux qui sont plus favorables que d'autres au confort d'été? On va pas se le cacher, les promoteurs de certains produits biosourcés vantent les mérites en matière de déphasage,
donc cette affaire de temps de transfert de la température. Alors qu'est-ce que vous répondez, vous, les Alors, tenants des isolants minéraux? donc ouais, le déphasage, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, clairement. C'est un argument, on va dire, marketing. Oui, il n'y a pas d'indice de référence, il n'y a pas de mesure du déphasage. Aujourd'hui, quand on parle confort d'été, il faut penser l'ensemble du bâtiment. On ne compare pas des matériaux entre eux, on compare des matériaux dans un bâtiment. C'est important d'avoir une vision globale. Donc nous, ce qu'on a fait au film, on a mandaté un bureau d'études qui s'appelle Bastide-Bondou pour réaliser une étude pour justement voir quel était l'impact de la nature des isolants sur le confort d'été. Et donc dans cette étude, on a regardé ce qui se passe quand on mettait une laine minérale et si on changeait cette laine minérale par un isolant biosourcé. Et ce que l'on constate, c'est qu'entre une laine minérale et un isolant biosourcé, donc si je remplace ma laine minérale par un isolant biosourcé, je vais avoir une différence seulement de 1 degré par jour pendant la période de l'été. Ce qui veut dire que cette différence, elle est négligeable. Vous ne vous rendrez pas compte, si vous avez une laine minérale ou un isolant biosourcé, vous ne vous en rendrez pas compte pour la partie confort d'été. D'accord. Alors, je pense aussi que la structure de la maison elle-même, ça doit jouer son rôle. Alors, est-ce qu'on peut dire que les modes constructifs entre une maçonnerie en dur, une maison de ceinture-bois, est-ce que ça influe beaucoup sur ce confort d'été? Est-ce qu'il y a une part aussi de l'inertie du bâtiment dans la résistance à la chaleur? Alors oui, l'inertie, ça a une part importante. L'inertie, pour définir facilement l'inertie, en gros, c'est la masse qu'on trouve dans le bâtiment. Mais la masse de l'ensemble des composants du bâtiment, c'est-à-dire les planchers, les murs, etc. On prend la totalité. Le principe de l'inertie, ça va être de décaler l'onde de chaleur dans la durée. Mais l'inertie, ça n'annule pas l'onde de chaleur. Oui, bien sûr. On est d'accord là-dessus. Et donc, du coup, une forte inertie, ça a un intérêt l'été parce qu'en fait, le bâtiment, il va lentement accumuler la chaleur pendant la journée. Et le soir, quand il fait plus frais, il va pouvoir la décharger. Ce qui va en fait limiter la montée en température rapide dans le bâtiment. Donc c'est intéressant. Mais après, l'inertie, il y a un moment, ce que je disais tout à l'heure, on est dans un contexte de réchauffement climatique. L'inertie, c'est un peu comme quand on remplit une bouteille d'eau. On remplit la bouteille d'eau, et au bout d'un moment, la bouteille d'eau, elle est pleine. Donc l'inertie, c'est pareil. Au bout d'un moment, l'inertie, ça ne supprime pas justement la montée en température. Et quand on est dans un contexte de réchauffement climatique, vous avez une vague de chaleur comme l'été août 2003, par exemple, la canicule d'août 2003. Au final, vous aurez chaud dans votre bâtiment. Mais l'inertie, justement, va retarder le moment où vous aurez chaud dans votre bâtiment. D'accord. C'est pour ça qu'il fait plus frais dans une maison en granit que dans une maison à ceinture-bois? Entre autres. Par exemple. Par contre, une maison en granit qui n'est pas isolée, qui a une très bonne inertie, l'hiver, évidemment, c'est plus compliqué. En fait. Voilà. Je crois que j'avais vu, je ne sais pas si c'était une image, mais on disait que 20 cm de laine minérale égale 2 mètres de mur. Oui, voilà, exactement. C'était le grand argument qui avait été évoqué à une époque. Alors, au-delà de l'isolation, vous avez pu, je crois, identifier les leviers efficaces aussi pour améliorer le confort d'été, pour rafraîchir la maison. En quelques exemples, c'est quoi? Ouais, donc en fait, sur l'approche du confort d'été, il faut vraiment penser stratégie et approche globale. C'est pas un produit qui va permettre de rendre votre maison confortable, mais c'est un ensemble de solutions. Il faut vraiment toujours avoir cette vision-là très large. Sur le confort d'été, en fait, c'est du bon sens. La première chose, c'est de limiter les apports solaires. Donc pour limiter les apports solaires, dans le sud de la France, vous faites quoi? Vous fermez vos fenêtres, vos volets. Et puis, on fait de l'ombrage, quoi. Et on fait de l'ombrage. C'était les pergolas où on prend le pastis à la pagnole, quoi. C'est une des solutions. C'est une des solutions, ou des vitrages à contrôle solaire, mais en fait, on reste sur du bon sens. Après, quand on peut, c'est la ventilation nocturne. Donc l'idéal, c'est d'avoir un logement traversant, et vous pouvez faire une ventilation nocturne où vous allez décharger justement votre bâtiment. Après, on sait qu'en période caniculaire, une ventilation nocturne, ça ne fonctionne pas. Parce que vous avez la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur est quasiment nulle, il n'y a pas de vent, donc là, ça ne marche pas. Donc l'inertie du bâtiment, effectivement, c'est intéressant pour ralentir sa montée en température. Il y a naturellement la bonne performance de l'isolation, donc, qui est importante. Et après, il y a d'autres solutions, comme la mise en place de brasseurs d'air. C'est ce qui ressort de cette réglementation. C'est quoi le brasseur d'air? Le brasseur d'air, déjà le ventilateur de plafond. C'est le ventilateur de plafond. En fait, lui, il va pas jouer sur la température intérieure, mais il va jouer sur votre ressenti. Il va brasser l'air, il va jouer sur votre ressenti. D'accord. Donc voilà.
Donc vraiment, sur le confort d'été, ce qu'il faut retenir, c'est d'avoir cette approche globale, en fait. C'est pas uniquement un type de matériau. C'est pas uniquement une affaire de produits d'isolation, c'est aussi donc c'est un tout. à la fois, c'est un tout, comportement, c'est un tout. type de maison. Voilà, qui passe par une bonne conception, les bons matériaux au bon endroit, et c'est important en fait de le travailler, parce qu'en fait, sinon, il faut limiter justement cette montée en température, parce que sinon, la solution la plus simple pour le confort d'été, c'est de climatiser. Oui. On est d'accord ? Ouais. Mais si on climatise tous les bâtiments, c'est plus de consommation d'énergie, plus de gaz à effet de serre, et donc plus de réchauffement climatique. Il y a aussi le rafraîchissement, on en parle quand même pas beaucoup, et notamment le rafraîchissement adiabatique. Ou le puits climatique aussi, qui fonctionne très bien. Ou le puits climatique, on en a parlé dans cette émission, effectivement, avec nos amis donc, de Pont-à-Mousson, ex-Pont-à-Mousson, que vous connaissez bien, puisque je sais que professionnellement, vous faites partie de ce groupe. Merci Charlie Delage, donc d'être venu jusqu'ici. Je rappelle, vous êtes membre de la commission technique du film. Donc, merci Charlie Delage. En tout cas, merci Christian. L'info du jour. Alors, l'info du jour, elle concerne, puisqu'on a parlé de gaz tout à l'heure, d'énergie, je vais en parler. C'est on va voir là de nouveau une autre interview, donc d'un spécialiste de la question, c'est Christophe Botton, qui est installateur, plombier chauffagiste. Bonjour Monsieur Botton. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est vous êtes déjà plombier chauffagiste. C'est quoi votre entreprise ? Une petite entreprise ? Une grosse entreprise ? Oui, bonjour. Écoutez, moi j'ai une entreprise de plomberie, chauffage sanitaire qui date de mon grand-père depuis 1946, qui a été reprise ensuite par les deux fils qui sont Jean-Pierre et Jacques, et moi qui a repris la suite derrière, quoi. Alors en ce moment, j'imagine que vous avez beaucoup de clients qui viennent vous interroger, qui vous interrogent notamment sur le gaz. Alors comment répondez-vous aux inquiétudes de vos clients, sur le gaz en général ? La question se pose tous les jours, à chaque fois, de nous demander quelle est la meilleure énergie à prendre et qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour leur type de chauffage. Donc nous avons toujours prôné le gaz naturel. Moi, je suis moi-même au gaz naturel, et donc je comprends tout à fait l'inquiétude des clients, surtout avec ce qu'on entend partout, la guerre, le Covid, plein de choses. Donc après, nous on a prôné le gaz naturel parce qu'on sait qu'il y a de l'évolution qui est en cours et qu'il y a un nouveau gaz, dit le gaz vert, qui arrive et qui nous laisse espérer du futur, un futur meilleur, exactement. Alors vous êtes engagé gaz vert, c'est quoi vos arguments en faveur du gaz vert ? Et d'ailleurs, vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le gaz vert ? Le gaz vert, oui, le gaz vert, il est issu de la méthanisation, donc c'est une énergie 100% renouvelable, puisqu'elle est produite par la dégradation des déchets organiques, des résidus agricoles et des effluents d'élevage. Donc après, une fois que ce gaz est traité, il est réinjecté sur le réseau GRDF. Bon, c'est bien de parler de gaz vert, de production de méthanisation. Est-ce qu'il y a des sites près de chez vous pour cette méthanisation ? Sur le secteur, il y a un site de production qui est actif depuis fin 2021, qui est à 25 km de Mussidan. Moi, je me trouve à Mussidan dans le 24. Et donc, il y a un site à Saint-Antoine-de-Breuil sur la Dordogne. Il y a actuellement 5 projets qui sont en cours sur le sud bergeracois. Et sur le Grand Périgueux, donc il y a 2 projets en cours, dont un qui sera mis en service fin 2022. Et après, il y a plusieurs autres projets qui sont à l'étude. Et concrètement, vous faites quoi pour promouvoir donc le gaz vert, puisque vous êtes engagé gaz vert ? Actuellement, nous utilisons la mention installateur engagé gaz vert, qui est un logo visible et explicite. Donc pour nous, il est affiché sur nos véhicules, il est affiché dans notre showroom et sur notre vitrine. Ensuite, il va être intégré prochainement à mes devis et à ma signature de mail. Et on sait qu'il y a des objectifs, et je crois relativement à court terme, avec le gaz vert,
quels sont les objectifs de production du gaz vert local, je veux dire, dès 2023, puisque ça existe, et quelles sont les couvertures de besoins que l'on va pouvoir obtenir rapidement? Bon, la perspective, je crois que c'est 100% de gaz vert en 2050. D'après les réseaux GRDF, il y a 10% de gaz qui seraient injectés pour fin 2023, en Dordogne. Il faut y croire. Hein. Eh bien, merci Monsieur Beton, merci Christophe Beton, donc installateur, plombier, chauffagiste. Merci d'avoir répondu à nos questions et bravo pour cet engagement en faveur du gaz vert. J'en ai souvent parlé parce que je trouve que c'est vraiment une solution d'avenir. C'est une solution pour sortir de la dépendance de certains pays et puis en plus pour obtenir du gaz renouvelable. Alors voilà, la maison de Christian touche à sa fin. Enfin, l'émission, évidemment, pas ma propre maison. Vous retrouverez un autre épisode la semaine prochaine, donc très prochainement, comme d'habitude, donc à partir du samedi matin. Merci donc à Maxime à la technique. Merci à Adrien qui m'aide à préparer cette émission et qui fait quelques incrustations d'images avant sa diffusion. Donc, je vous le disais, vous retrouverez donc la maison de Christian et cet épisode en particulier sur le site reno-info-maison.com, sur lequel il y a également toutes les émissions depuis la production de ces émissions il y a maintenant presque 2 ans. Vous retrouverez également sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, qui est une plateforme plus professionnelle, et puis évidemment sur notre page Facebook, la page Facebook Reno Info Maison. Je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui nous regardent et nous écoutent le samedi. Travaillez bien dans votre maison, faites-la entretenir le mieux que vous pouvez. Puis n'oubliez pas que les professionnels sont là pour faire des travaux de qualité, des travaux de professionnels, notamment en matière d'isolation dont on a parlé tout à l'heure. Eh bien, c'est évidemment mieux que d'essayer de le faire soi-même. Et d'ailleurs, en recourant à des professionnels, et notamment à des professionnels RGE, eh bien, vous pouvez bénéficier de toutes les aides, MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie, etc. Je vous dis à la semaine prochaine.